J'ai le plaisir de vous présenter les webinaires L'espoir n'est pas un plan, stratégie canadienne et mexicaine pour l'Amérique du Nord. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et bienvenue également à celles et ceux qui nous regardent ultérieurement sur les sites du CCA et sa chaîne YouTube. Comme la plupart d'entre vous le savent, l'accord Canada, États-Unis, Mexique, l'ACEM, connu sous les noms de TMEC au Mexique et d'USMCA aux États-Unis, approche de son examen obligatoire de 6 ans prévu le 1er juillet. En vertu de l'accord, les trois gouvernements doivent indiquer s'ils souhaitent les prolonger pour 16 années supplémentaires. Dans le cas contraire, l'accord reste en vigueur, mais entre dans un cycle d'examen annuel. Donc, en arrivant à la conversation d'aujourd'hui, et outre un ensemble d'autres déclarations en provenance de Washington, les bureaux des représentants américains au commerce, dirigés par Jamieson Greer, a annoncé que les négociations commerciales avec le Mexique débuteront officiellement le 25 mai, tandis qu'aucune date n'a encore été fixée pour des négociations bilatérales formelles entre le Canada et les États-Unis. Aujourd'hui, nous examinerons comment le Mexique et le Canada abordent ces moments, quelles sont les stratégies respectives, où elles convergent ou divergent et comment la situation évolue. Nous avons la chance, pour faire cela, d'accueillir trois personnes possédant une grande expérience dans la relation nord-américaine. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à Graham Clark, ancien ambassadeur du Canada au Mexique, ambassadeur Juan José Gómez Camacho, ancien ambassadeur du Mexique au Canada, et Eric Miller, expert en commerce et président du RIDO Potomac Strategy Group, groupe stratégique et membre du conseil d'administration. Pour commencer, situons-nous dans le contexte, examinons où en sont les choses ainsi que la manière dont cet examen diffère de la dernière grande négociation commerciale nord-américaine. Et on va parler à Eric avant tout. Eric, je vous passe la parole. Bien sûr, Martha, merci énormément pour les questions et pour l'invitation aussi pour être ici aujourd'hui. Les processus de renégociation, comme beaucoup le voient, peut être vraiment différent par rapport à ce qui s'est passé entre le 2018 et le 2020. Dans ces moments, la question était qu'est-ce qu'il faut changer pour que l'accord ait du soutien politique pour avancer. Et le contexte politique dans ces moments aux États-Unis était que Donald Trump était un nouveau président. Il avait plusieurs conseillers et consultants autour de lui avec une vieille perspective de politique économique et commerciale. Il n'avait pas encore formé son groupe de consultants à ce moment-là. Et donc, les États-Unis étaient entrés dans ces négociations à ce moment-là avec des questions réelles par rapport à comment la structure de l'accord allait prendre forme. 2018-2020, ils ont ajouté certaines choses, ils ont éliminé certaines d'autres, mais la base de l'accord que nous avons découvert comme l'ACEM en français, le TMEC ou le USMCA selon ces différentes langues, était vraiment pareil, un accord de libre-échange de l'Amérique du Nord. Dans cette fois-ci, la situation à quoi on s'attend est vraiment différente. On pense pas vraiment à un triangle en trilatéralité, mais plutôt une série d'accords bilatéraux en dessus de cela. Donc, la relation Canada-Mexique va être, on s'attend, couverte par la relation qui existe déjà par le partenariat transpacifique progressif et compréhensif, mais il va y avoir des accords bilatéraux États-Unis-Canada, États-Unis-Mexique qui vont se positionner au-dessus de l'ACEOM. Donc, comment est-ce qu'ils vont entrer en connexion? Cela est vraiment un travail en cours. J'aimerais souligner, et sûrement ambassadeur Gomez Camacho et ambassadeur Clark vont pouvoir expliquer encore plus de détails par rapport à cela. Vous avez été des acteurs significatifs dans les renégociations de l'ACEOM
aussi dans le gouvernement Peña Nieto dans ces dernières journées, aussi dans le gouvernement AMLO au Mexique, avec Justin Trudeau au Canada. Maintenant, nous avons Mark Carney et Claudia Sheinbaum qui ont des perspectives vraiment différentes et sont des acteurs différents dans ces pays. Donc, la dernière chose que je vais dire avant de m'arrêter est que ces titres, l'espoir n'est pas un plan de ces webinaires, vient depuis ce que Mark Carney a dit comme guide pour l'avenir et comme un banquier central qu'il est, il a donné une déclaration où il a expliqué que les liens traditionnels que le Canada avait avec les États-Unis sont maintenant faibles et ne montrent pas la force que le Canada pensée qu'on avait dans ces relations. Donc, le fait qu'on regarde à cette réforme fondamentale dans la relation de ces trois pays par rapport surtout au 2018 et 2020, je pense que ces négociations vont pouvoir changer vraiment la direction dans les prochains mois et dans l'avenir en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Graham, est-ce que je peux vous inviter à nous offrir un commentaire par rapport à différents domaines que on essaie de protéger, améliorer ou impliquer dans les processus actuels? Eric a parlé des accords bilatéraux. Est-ce que vous pouvez parler par rapport à ce que vous attendez? Oui, bien sûr. La différence de l'approche du gouvernement canadien et mexicain qu'il prend, la posture, on dit le positionnement dans cette négociation, la révision, bah, en soi, les Mexicains ont entré la tête haute. Marcel Lebrun, qui est, je pense, le négociateur chef, a été vraiment actif et vraiment présent aussi dans les discussions privées et dans la conversation publique autour de cette thématique. Notre négociateur en chef, que je pense être plutôt Carney, au-delà de notre premier ministre, et je pense qu'il a pris une page du livre de la patience stratégique et il est vraiment en train d'utiliser cette approche. Donc, je pense il attend peut-être l'élection du moyen terme ou un moment dans lequel le président puisse être plus vulnérable, l'administration plus vulnérable, peut-être perdre les congrès ou le Sénat. Donc, les risques d'attendre, le président le sait vraiment bien, est que on ne sait pas à quoi s'attendre si on actu juste en termes de patience. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'il y a quelque chose sur la table depuis longtemps, soit la protection. Bah, les États-Unis ont dit qu'ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne voient, ils ne, ils ne voient pas les esprits américains et les vins et les liqueurs sur les supermarchés au Québec, au LCBO. Ben, et ça, c'est important, mais en même temps, à la fin de la journée, la problématique est la souveraineté qui est importante pour le Mexique et pour le Canada. Le Canada peut être un point de vue plutôt rhétorique par rapport au Mexique, mais je vais laisser Juan José parler de cela. Mais en tout cas, je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas juste une négociation des politiques de commerce. Il y a beaucoup de choses sur la table, la problématique de sécurité des deux pays, peut-être plutôt pour le Mexique qui va être partie d'une conversation que peut-être n'est pas vraiment à la base de la négociation de l'accord commercial. Merci beaucoup, Graham. Ambassadeur Juan José, est-ce que vous pouvez répondre à cette même question depuis la perspective de la ville de Mexique? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, pour la parole. Je vais peut-être revenir à la première question qui, je pense, répond à tout ce qu'on a dit jusqu'à un moment. Je vais ajouter quelque chose si je peux me permettre. La politique, en général, elle est différente. Et quelque chose qui est encore plus différent par rapport au passé, des formes rhétoriques si l'on veut, est que cette fois-ci, le président Trump, non, je vais recommencer la phrase. Président Trump n'aime pas les accords.
Apparemment, il est vraiment pas content avec l'avancement de cette négociation. Il n'aime pas la ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, mais il n'aime pas en général toute l'idée de la négociation. Donc, il Jamie Sangrier, il a vraiment une tâche difficile, donner un suivi à la renégociation ou passer en revue le traité d'un côté, mais peut-être son chef ne veut pas aimer et peut-être qu'il va vraiment ne pas aimer. Et ça, c'est la différence par rapport au passé. On ajoute ça au fait que le contexte a déjà une guerre commerciale en cours, des tarifs douanières, des problèmes déjà avec le Canada et le Mexique. Donc, les conditions sont différentes, la politique est différente, la situation des États-Unis est différente. Il s'agit vraiment d'un grand défi. La stratégie du Mexique est d'avoir ce que le Mexique veut. Graham sait très bien, il a très bien dit, ça c'est très important. Mexique, il est parti la tête haute. Marcelo est notre négociateur. Il a été en dialogue constant avec les États-Unis. Je dois dire aussi qu'il y a un effort depuis le Canada et le Mexique pour les engagements entre le Canada et le Mexique. Ils continuent à se consulter, ils continuent à rester de près en termes de coordination et communication. Qu'est-ce que le Mexique veut? Je pense qu'il s'agit de deux ou trois choses que le Canada veut aussi. Avant tout, ils veulent que les traités continuent à exister, que l'accord continue à exister. Et je pense que à ce moment, nous savons que l'accord va continuer à exister, mais que beaucoup de choses peuvent se passer. La priorité, je pense, pour le gouvernement mexicain est que l'accord continue à exister. Deuxième chose que je pense qu'elle est partagée aussi par le Canada, l'arrêt des coûts douaniers. Donc, pas juste que les droits de douane soient éliminés, les tarifs douaniers, mais aussi qu'on ne soit pas le cas dans l'avenir. Donc, que si on arrive à négocier un accord dans lequel les tarifs douaniers ne sont plus applicables, cela ne peut pas se passer à nouveau dans un an. Ça, c'est l'idée. Je pense que ça, c'est la priorité aussi de ne pas permettre au président des États-Unis d'appliquer des droits de douane à n'importe quel moment. Ça, c'est pas le cas. Et en plus, comme Marcel Ebrard a mentionné quand il était à Mexico City, est que pour nous, l'important est la sécurité économique. Qu'est-ce que ça veut dire cela? L'intégration des chaînes de l'approvisionnement, le défi des éléments, des composantes chinoises. Comment est-ce qu'on va gérer cela? C'est extrêmement complexe. Ça, c'est notre priorité qui n'est pas vraiment mexicaine, mais ça devient une priorité pour les États-Unis et donc c'est une priorité pour nous aussi, qui est le contexte régional. Une autre priorité est les minéraux critiques. Et je peux ajouter à la fin qu'une autre priorité pour le Mexique est de comment s'intégrer dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les minéraux critiques. Et cela veut dire qu'au lieu de juste être responsable de l'export ou l'importation de ces biens, que le Mexique soit partie active de la chaîne d'approvisionnement. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, ambassadeur. Eric, si je peux vous ramener à nouveau dans la conversation, les deux ambassadeurs nous ont mentionné des domaines dans lesquels chaque pays considère une priorité, une importance et des domaines dans lesquels ils ont pas mal d'intérêt. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cela et nous expliquer où nous trouvons ces accords et s'il y a des voyages aller-retour entre le Canada et le Mexique aussi, des communications entre cela?
Oui, je veux prêter attention à ce que je vais dire avec un peu de précaution, mais je pense qu'au niveau plus haut des divergences que nous avons vues entre le Canada et le Mexique en termes de vision par rapport aux États-Unis, à mon avis, arriver à un accord est vraiment important pour le Canada et pour le Mexique. Le Canada, au moins les autorités, les personnes de pointe, ont déjà dit que ne pas avoir d'accord est mieux qu'avoir un mauvais accord. Donc, de forme structurelle, on ne veut pas que ça soit une discrimination contre le Canada. Et le Mexique, vu la structure de production, le Mexique, comme n'importe quel autre pays avec une équipe de négociation sophistiquée, a ses limites. Mais ils ont été vraiment actifs, proactifs même, dans la recherche de l'accord. Simplement parce que ils ont des limites par rapport aux menaces, la souveraineté du 51e État, si on veut. Donc, centaines de milliers de travail au nord du Mexique qui sont dépendants de la main-d'œuvre de l'exportation vers les États-Unis. Donc, la volonté de s'éloigner de l'accord est différente si on compare le Canada et le Mexique. Mais en même temps, les deux pays sont vraiment engagés dans le point d'éliminer les tarifs douaniers. Une des choses que l'ambassadeur Graham nous a dit effectivement, c'est que un niveau de changement de tarifs douaniers est nécessaire. Donc, effectivement, il faut reconnaître à l'administration Trump ils ont fait des accords commerciaux avec l'Europe, l'Asie, en exception de la Chine, qui a accepté ces accords de commerciaux en soi. Maintenant, nous avons une structure. Toutefois, cette structure ne marche pas dans le contexte nord-américain parce que l'accord de commerce nord-américain est un intermédiaire pour que les biens puissent bouger entre les frontières. Donc, une étude qui vient à la tête est que en moyenne, l'exportation mexicaine aux États-Unis, c'est de 40 centimes par contenu de dollars. Donc, ça dépend du secteur, bien sûr, mais en exportation dans plusieurs parties de l'Asie, cette comparaison est de 3 à 5 centimes. Donc, nous pensons qu'aux États-Unis, ils veulent avoir plus de commerce avec les voisins de l'Amérique du Nord parce que ils peuvent tirer plus de bénéfices. Mais apparemment, on n'est pas en train de parler la même langue, on n'est pas en train de parler de cela parce que la réalité est qu'ils essayent de trouver une solution à des relations qui sont effectivement profondément différentes avec, par exemple, la relation du Japon ou de l'Europe qui sont en déclin. La dernière chose que je veux dire est que, tandis qu'on parle, nous avons deux recherches qui sont en cours sous la section 301. Dans le cas du Mexique, cela inclut l'investigation sur la surcapacité des main-d'œuvre. C'est un terme qui vient spécifiquement à s'appliquer dans les secteurs du fer et de certaines matières premières qui couvrent beaucoup de la main-d'œuvre. Et il y a des investigations par rapport au travail forcé. Et sous l'article 23.4 de l'ACEUM, les pays ont été d'accord à mettre en œuvre des prohibitions d'importation des biens qui viennent du travail forcé. Donc, même si c'est quelque chose que pour les États-Unis marche, il y a un risque par rapport aux tarifs douaniers qui vont être mises en œuvre à travers cette investigation. Donc, il faut être d'accord par rapport au fait que le commerce libre sur la table de la négociation, ça peut avoir des limites et des obstacles, les investigations, les tarifs en pratique. Donc, c'est compliqué de mélanger tout cela en ce moment. Est-ce que le Canada et le Mexique vont avoir des perspectives différentes? Ça, c'est la question à la fin de la journée.
Juan José, est-ce que vous voulez offrir un commentaire par rapport à ce que Eric vient de mentionner en termes à ce qui sort du Washington, D.C. et la position du Mexique par rapport à ça? Bah oui, je suis d'accord. C'est effectivement un mélange compliqué. Le Mexique a- joue un rôle plus plus profond par rapport à l'intégration. Les postes de travail au Mexique dépendent de cet accord. L'économie mexicaine est vraiment liée aux États-Unis. C'est un niveau d'intégration énorme entre le Mexique et les États-Unis. Donc, le Mexique, comme vous le savez, est le premier partenaire de commerce des États-Unis. Nous parlons de 900 billions pour un accord bilatéral. C'est une énorme quantité d'argent et des ressources de n'importe quel point de vue que ce soit la perspective du Mexique ou pas, mais pour nous, c'est la priorité. Le Mexique veut l'accord existant et que ça continue à exister. Cela ne veut pas dire que le Mexique va accepter l'accord à n'importe quel prix. Comme je suis d'accord avec Eric, l'accord doit être là et doit s'améliorer. Il doit y avoir plus de clarté par rapport à cela. Ça doit revenir vers l'intégration, ça doit donner de sécurité pour les investisseurs, ça doit aussi remettre sur la table certaines règles, normes qui doivent être appliquées pour des entreprises, pour des compagnies, pour que tout le business puisse marcher. Martha, est-ce que je peux? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Je suis d'accord par rapport à ce que Juan José vient de dire, mais je n'ai pas entendu les termes clairs depuis le gouvernement mexicain si on compare ce qu'on a entendu depuis le Canada. L'autre chose est que le gouvernement Carney a été part de cette rhétorique sur la diversification et construire des relations commerciales en dehors de l'Amérique du Nord, mais je n'entends pas cela depuis le Mexique de la même forme. Et la troisième chose que je veux dire est que nous avons eu une conversation il y a un an et je me rappelle que vous avez dit que la seule chose qui était importante entre le Canada et le Mexique était la relation économique et que c'était une discussion difficile, la relation humaine, les visas. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité d'un rapprochement entre le Mexique et le Canada vis-à-vis de ce que les États-Unis veulent ou planifient faire? Ou est-ce qu'on va juste jouer le jeu qu'on joue tout le temps, qui est essayer d'avoir des accords séparés avec Washington sans vraiment considérer la troisième partie? Est-ce que je peux? Oui, oui, allez-y, je laisse la conversation ouverte pour pouvoir vous répondre entre vous. Allez-y. Oui, je pense que la réponse est oui. Graham et moi, nous avons travaillé beaucoup sur cela quand nous étions ambassadeurs, les deux. Et je peux parler depuis la perspective du Mexique, mais je pourrais aussi dire la même chose du Canada. Bien sûr, qu'on trouve un besoin stratégique du Mexique de se rapprocher au Canada. Et je pense que cela s'applique aussi au Canada, au-delà des États-Unis. Maintenant, cela dit, les problèmes que le Canada et le Mexique ont, et ils ont toujours eu ces problèmes, et probablement ils vont continuer à avoir ces problèmes parce que géographiquement, on ne peut pas changer, est que à cause de la taille énorme des États-Unis, la relation entre le Mexique et le Canada tend à être déterminée par les relations avec les États-Unis. Parce que les États-Unis absorbent pas mal des efforts des deux pays et ils sont au milieu. On aimerait penser que le Canada et le Mexique sont voisins, mais nous ne sommes pas voisins. Géographiquement, nous sommes vraiment loin. Les États-Unis sont au milieu. Donc, les Mexique et Canada, je pense que Graham et moi, nous l'avons très bien entendu et compris.
le Mexique et le Canada, ils peuvent avoir une relation de forte, de perspectives partagées, stratégiques, mais cela n'est pas automatique. Il y a beaucoup de forces qui poussent les deux pays à s'éloigner. L'administration actuelle des États-Unis le fait encore plus. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent faire, mais la nature des activités de décision tend à pousser à éloigner le Mexique et le Canada. Et les deux pays sont des pays différents, des contextes différents. Donc, à- pour résumer, nous avons besoin les uns les autres. Les deux pays comprennent bien qu'il y a plus, il y a moins, mais il faut bien sûr reconnaître l'effort d'essayer de développer une perspective stratégique des deux. Le Canada, en fait, il y a 2 mois, a organisé le plus grand voyage de business au Mexique. 400 entrepreneurs sont partis visiter le Mexique. L'effort est là. Mais en même temps, dans les contextes dans lesquels nous nous trouvons, les subventions sont différentes, les forces sont différentes, il y a beaucoup de choses qui poussent les deux pays à s'éloigner et cela demande beaucoup d'efforts pour continuer à être ensemble. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? J'espère. Mais Graham et moi, on continue à parler de cela, ça fait tellement longtemps. Je ne suis plus partie du gouvernement, mais ce que je vois est que le Mexique est là pour le Mexique. Ça, c'est clair et l'effort est là. Eris, est-ce que vous voulez entrer dans cette conversation et peut-être ajouter quelque chose? Aussi, peut-être inclure un autre élément, ce que l'ambassadeur vient de mentionner. Donc, l'idée que le Canada et le Mexique voient une perspective différente des États-Unis. Comment est-ce que vous voyez la stratégie des États-Unis dans ces termes, dans les divergences de ces deux pays? Comment est-ce que vous pensez que vous allez répondre à ces priorités de Canada et Mexique qui ont cette relation bilatérale? Oui, par rapport à la relation Canada-Mexique, je pense que les deux ambassadeurs sont vraiment, ont la raison complètement de leur côté. Je pense pas qu'on va avoir assez de temps pour parler de tout, mais l'infrastructure actuelle est là pour construire un type de relation à long terme. Donc, le, le pouvoir soft, le personne pour les personnes, en soi, ça tombe sur l'économie, mais d'après ce que je sais, je pense pas que les programmes d'études au Mexique et les universités canadiennes n'ont pas un mécanisme structurel pour que les Canadiens puissent étudier au Mexique ou pour que les Mexicains puissent étudier au Canada. Donc, nous avons besoin de construire une infrastructure pour permettre que les personnes qui avancent dans leur carrière puissent acquérir la connaissance nécessaire pour alimenter cette relation. Les États-Unis, ils sont vraiment concentrés sur ce que nous savons déjà. Donc, la main-d'œuvre, d'avoir des permis sur des problématiques de base. Dans le monde de la main-d'œuvre de l'acier, entre autres. Donc, le défi est qu'il s'agit vraiment d'un entraînement financier. On parle des dizaines, des billions de dollars de crédits qui ont été permis aux producteurs des produits laitiers. Ça aussi, c'est politiquement compliqué. Nous avons un problème avec le contenu de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Comment appliquer des règles d'origine? Cela doit être restructuré aussi, s'assurer un bon montant de rigueur dans l'application de ces règles d'origine. Mais quand nous regardons les restes, si nous parlons du témoignage de l'ambassadeur Greer dans le Congrès des États-Unis en décembre, une des choses qui ont été enlistées comme problématiques était le développement de mécanismes qui pénalisent la production des États-Unis au Mexique et au Canada comme résultat de l'arbitrage régulatoire. Donc, apparemment, les États-Unis sont en train de chercher quelque chose qui puisse limiter
l'investissement des pays voisins. Donc, la question, est-ce que cela va marcher? Parce que General Motors hier a annoncé 690 millions de dollars d'investissement dans l'industrie, dans la, dans l'infrastructure des moteurs en Sainte-Catherine, une nouvelle ligne de production de moteurs V8, les annonces de la compagnie américaine qui font des choses au Mexique, les investissements avec des restrictions. Comment est-ce qu'on va gérer tout cela? Est-ce que le Canada et le Mexique veulent avoir des compensations pour ne pas pouvoir investir dans cela? Donc, vous voyez, là, une partie des États-Unis reste à résoudre par rapport au champ d'application de ces idées. Donc, le Canada et le Mexique, bien sûr, travaillent à l'arche-pied pour qu'ils soient attractifs par rapport aux investissements des secteurs particuliers. Mais nous parlons ici de la délocalisation et de comment les États-Unis veulent permettre la délocalisation pour eux, mais pas pour les voisins. Donc, la négociation maintenant par rapport aux préférences de l'administration Trump pour les négociations bilatérales est parce que les cas du Mexique et du Canada et d'autres pays comme la Chine, bah, s'ils sont seuls dans l'accord avec un autre pays, les États-Unis sont les joueurs majeurs et donc ils ont plus de profits de leur côté. Mais en même temps, nous avons aussi vu des problèmes par rapport aux demandes qui ont été avancées dans la présentation du témoignage au Congrès, et pas juste pour réformer la structure, mais l'opération entière. Et cela dans le contexte de la CEOM, bien sûr. Merci beaucoup, Graham. Eric, vous venez de mentionner la Chine et j'aimerais avoir un commentaire par rapport à cet espace, un espace dont les deux pays commencent à négocier sur des différents niveaux. Graham, est-ce que vous voulez partager un peu de commentaires par rapport à ce que de ce qu'on vient de mentionner et l'ambassadeur Juan José aussi? Oui, je pense que effectivement, la problématique de ces trois pays la problématique, il devrait se concentrer pour avoir un consensus, mais c'est difficile de le considérer depuis l'administration actuelle de Washington. Et cela, comme on a dit avec l'ambassadeur, nous avons besoin de discussions, mais la we're having the discussion about the trade aspects, the trade negotiation that is to come. What about the other issues on the table, the unspoken et issues, peut-être the je pose la security question à Eric issues, aussi. Est-ce and que the on parle political ici vulnerability des in the aspects three countries commerciaux, as des we look at négociations the agenda commerciales qui vont arriver, mais nous avons in d'autres 6 months, problématiques sur a la year, table. and how Problématiques does de that sécurité, impact qu'on mentionne on pas, this la vulnérabilité negotiation? politique de ces Because trois surely pays it's sur going to take l'agenda place. des prochains 6 mois ou un an. Est-ce que, co- Uh, est-ce que, Different things here. comment est-ce que vous voyez l'impact dans cette Quickly négociation? on one Oui, des comment choses différentes from ici. Eric, Je vais then I will partager say something on China, and then un Graham commentaire talk rapide about à it. Eric et après je vais On parler de la Chine aussi pour répondre à la on question the de Graham. Maintenant, splitting Mexico si nous and Canada considérons and pursuing two bilateral la agreements, séparation des Mexique et des I'm not so États-Unis pour sure that the arriver logic à of ces accords splitting, if that's bilatéraux, the logic, is just je to ne suis pas sûre que la logique de make the US séparation bigger or to have a weaker, va permettre smaller counterpart, aux therefore États-Unis easier to deal être with. les négociateurs I see a majeurs et symmetry in that et de either l'autre way, even with Canada and partie Mexico. qu'elle The soit plus symmetry between faible. the Je US pense and the que two neighbors is l'asymétrie est just quand même là, enough. même avec le That's Canada et le number one. Mexique And number two, ensemble, même si les the deux voisins nature sont of the énormes. Mexican economy versus Deuxième the chose, la Canadian nature de economy, l'économie the mexicaine issues par rapport à Graham la nature de mentioned, l'économie some of canadienne, them comme are Graham l'a fundamentally déjà different. mentionné, And sont très NAFTA, différentes. USMCA, and what we Et know le from ALENA, previous donc l'accord de negotiations that libre-échange which is I think been very nord-américain, et successful, la CEOM always has had bilateral ont components. été des This résultats time des probably more, négociations but it's something avec that des really does. composantes China, bilatérales. Ça, c'est vrai aussi. China Je we suis have to d'accord say avec cela. Par clearly rapport à la is a Chine, very oh, complex il va market. falloir It's the parler de second cela. Il largest s'agit investor d'un in Mexico. sujet complexe. I would C'est le imagine deuxième these are plus very grand complex policies, and I investisseur would au imagine Mexique. that Donc, the wisest thing j'imagine would be que just to wait la chose la and plus see sage what is going to be serait the d'attendre, final settlement or state of things between the US and voir si Canada. les accords
où la situation entre les États-Unis et la Chine se calme et une fois que eux, ils décident de comment cette relation va continuer à avancer par rapport aux tarifs, aux investissements, au commerce, je pense qu'à ces moments-là, nous allons avoir une meilleure panorama. Deuxième chose, par rapport à la Chine, il doit y avoir de la coordination entre ces trois pays dans ma vision, sans doute. Mais aussi, une problématique critique dans la région est la sécurité. Donc, sans juger la Chine, clairement, il y a des zones dans lesquelles l'investissement chinois n'est pas recommandable, que ce soit la technologie de haut niveau, les satellites, les chips, les nuages. Pour plusieurs des raisons qu'on sait déjà, ces trois pays pourraient limiter ou arrêter directement les investissements dans des secteurs stratégiques spécifiques. De plus, cela s'applique plutôt au Mexique, mais Graham et Eric savent plus de cela, est le suivant. La quantité des biens intermédiaires chinois dans la chaîne d'approvisionnement des États-Unis est très importante. Nous n'avons rien à remplacer cela. Et je pense que ces trois pays, au moins le Mexique, va devoir faire attention à cela, où ils commencent à appliquer des tarifs douaniers. Parce que s'ils commencent à appliquer des tarifs sur des biens intermédiaires qui représentent des composantes ou des éléments nécessaires pour la chaîne d'approvisionnement nord-américaine et que les biens commencent à partir dans un aller-retour entre les États-Unis et le Canada, cela va être vraiment compliqué dans règles d'origine et tout cela. Maintenant, pardon, Graham, je me suis perdu dans la Chine. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Non, non, parce que vous me défiez. Non, non, c'était pas un défi, c'est une blague, c'était pas du défi du tout. Je pense que vous devez revenir à Ottawa à un certain moment pour se voir. Ça, c'est une conversation privée. En tout cas, ma question était par rapport à la fragilité politique et les vulnérabilités des trois pays. C'était pas une question dirigée au Mexique, c'était parler de comment considérer les dynamiques politiques dans ces trois pays qui sont vraiment différentes. Donc, les Canadiens, nous avons des préoccupations par rapport à l'unité nationale. Comme Eric l'a mentionné, nous avons cet élément des produits laitiers, par exemple, un président qui se trouve dans un moment extrêmement complexe. Donc, comment est-ce que la vulnérabilité vis-à-vis votre parti, la communauté de business, comment est-ce que ça joue un rôle? Bah, ça joue un rôle déjà, ça c'est sûr. Comment est-ce que je peux répondre à cela? Ça, c'est l'art d'être des bons politiciens, des bons hommes et femmes politiques. Parce que cela est commun, n'est-ce pas? Chaque processus international est complexe, chaque négociation, chaque politique étrangère, n'importe comment vous voulez l'appeler, cela est totalement lié aux réalités sociales, politiques, économiques de chaque pays. Donc, les trois leaders, les premiers ministres, les deux présidents, ont leur propre agenda politique domestique, les limites domestiques, les défis internes. Donc, il faut faire face à cela aussi. La réponse est que cela a un impact, mais cette fois-ci, je veux confier dans le fait qu'ils sont des excellents hommes politiques et ils vont pouvoir gérer la balance complexe, l'équilibre complexe, particulièrement au Canada, au Mexique, pour maintenir cette négociation. Ce qui est clair pour moi, c'est que dans le cas du Mexique, à cause de l'intégration de ces pays, à cause de l'intégration de l'économie mexicaine dans le scénario des États-Unis, même si on veut diversifier, etc., la majorité de l'intégration est l'Amérique du Nord. Donc, mon avis est que afin de pouvoir
permettre au gouvernement mexicain de avancer dans leur intention de prospérité, des croissances économiques, d'égalité, des meilleurs postes de travail, nous devons et nous avons besoin d'une croissance économique robuste et pour arriver à cela, nous avons besoin d'une forte intégration avec les États-Unis. Ça, c'est le Mexique. Le Mexique, dans le nord, est voisin des États-Unis et ça, c'est la réalité. Merci beaucoup, ambassadeur. Beaucoup a été présenté par les deux ambassadeurs. Est-ce que vous voulez commenter par rapport à cela? Oui, par rapport à la Chine, tout d'abord, je pense que une chose importante à mentionner est la comparaison de l'accord de la Chine-Canada qui a été euh, signé en 2026, début 2026, mais c'était déjà décidé en novembre 2025. C'était vraiment pareil en termes des champs d'application qui étaient modérés à l'accord des États-Unis. On parle de l'accès à certains produits comme le canola. Les États-Unis voulaient recommencer un flux de terres rares. La Chine voulait recommencer les auto-exportations au Canada comme des engagements pour une croissance future, limiter une croissance future. Donc, une rhétorique dirigée, c'est par rapport à comment les États-Unis vont sortir de ces scénarios dans lesquels le Canada maintenant est un État servant à la Chine. Mais cela n'est pas basé dans la réalité. Donc, le facteur Chine joue un rôle dans dans les secteurs du Canada. Nous avons vu comment les règles d'origine et la section 232 des tarifs ont fonctionné. Le contenu des États-Unis a été à faveur du passage des parties d'automobiles du Canada et du Mexique l'année passée. Il y a eu des préoccupations par rapport à comment permettre cela dans un long terme dans le secteur des parties d'automobiles canadiennes. Et la question donc est comment est-ce que nous pouvons mesurer cela? Est-ce que la partie nord-américaine contre la partie États-Unis, comment est-ce que on peut supposer les contenus canadiens et mexicains? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Donc, en soi, l'ambassadeur Gomez Camacho était correct en disant que les choses vont être gérées par des excellents hommes politiques et femmes politiques qui ont beaucoup de bureaucratie derrière elles. Donc, chacun a des situations à naviguer en termes de souveraineté. Bien sûr, quand j'étais au Mexique au début de du premier mandat Trump, on parlait de quel était l'élément qui pouvait faire la différence au Mexique. Et ça, c'était l'incursion des États-Unis dans les territoires souverains mexicains. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer, qui est en train d'être géré et qui, encore maintenant, représente un défi pour le Canada. La situation est différente. Nous avons la rhétorique de l'État numéro 51, les menaces de l'ambassadeur des États-Unis qui vole avec des jets des États-Unis dans l'espace aérien canadien sans autorisation. Mais ce qui a fait cela, ce qui a causé que l'espace politique s'est fermé par rapport à ce qui est disponible pour le premier ministre Carney. J'ai parlé avec quelqu'un récemment et la question était, même si on arrive à un bon accord entre les États-Unis et le Canada, entre ces trois pays, comment est-ce on arrive à convaincre les électeurs par rapport au fait que cela soit un bon accord? Parce que le défi qu'on a avec Donald Trump, je ne pense pas que il va gagner la compète de popularité en Canada, au Mexique. L'espace politique a une ligne vraiment fine par rapport à convaincre les personnes que cela va être le meilleur accord. Avoir des opposants qui vont dire que c'est un accord faible, qu'il aurait dû faire autre chose. Donc, quand vous avez ce type de conflit dirigé, ça crée des complications pour arriver à un accord. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant, ce que Eric vient de nous dire. Ça me surprend. Donc, où est la limite mexicaine
en termes de ce que serait acceptable ou pas acceptable. Est-ce qu'on parle même de cette limite? Est-ce que le Mexique parle de ne pas arriver à un accord, à un ASEOM ou un accord? Je pense pas, mais ce serait une question à poser à Shane Baum. Je pense que le Mexique est convaincu qu'ils vont arriver à un bon accord. Et moi aussi, je suis persuadée que nous, le Mexique, va avoir du succès dans cette négociation. Et cela, pas seulement, je dois admettre que le Mexique a une bonne capacité de négociation, mais aussi parce que il y a un secteur privé fort aux États-Unis qui pousse sérieusement, pas juste à la survie, mais à un renforcement positif de l'accord. Il ne s'agit pas d'un grand pays avec deux petits voisins qui veulent sauter sur les États-Unis et commencer à en prendre de la force. On parle de secteurs industriels intégrés, d'une production intégrée entre les trois pays, au moins entre le Mexique et le Canada, beaucoup d'investissements des États-Unis au Mexique, des bénéfices énormes pour les consommateurs aux États-Unis. Donc, chaque fois que nous parlons de entreprises américaines qui parlent des processus des États-Unis, ils sont toujours à faveur de l'accord et ils mettent de la pression pour que cela continue et avance. Donc, la problématique, ce n'est pas juste le Mexique ou le Canada. On va utiliser le mot seul. Ils ne sont pas seuls en train de négocier. Il y a une juridiction énorme entre la partie politique économique des États-Unis derrière l'accord. Donc, on va voir quels vont être les changements, la fin de l'accord, les modifications, mais je suis absolument convaincue qu'il va y avoir un accord et je sais que ça va être un bon accord. Est-ce qu'il va être parfait? Non. Est-ce que ça va être basé sur le pur amour? Non. Mais le monde a changé, les États-Unis ont changé, la notion d'accord libre a changé et donc je pense que cela va rester là et que ça va être un bon accord. Peut-être c'est juste l'espoir, hein? L'espoir n'est pas les plans, mais c'est une stratégie, peut-être. L'espoir est la stratégie. Mais je suis persuadée que cela va se passer et je vois que le Mexique va jouer un rôle positif. Merci beaucoup, ambassadeur. Graham, je vais revenir en arrière vers toi. Oh oh. Non, non, c'était pas un oh oh. Je veux poser la question de la même forme dans laquelle vous avez posé la question à ambassadeur Gomez Gamacho. Quelle est la juridiction par rapport à un mauvais accord du Canada? Quelle stratégie le Canada va adopter vers les conversations? Il n'y a pas une date de négociation définie encore. Voilà, donc Marcelo a commencé à l'arrache-pied à courir vers les négociations et le gouvernement Carney a montré beaucoup plus de précautions et ils sont en train de jouer les jeux avec une patience stratégique. C'est intéressant de comparer, de faire la comparaison, mais je suis sûre que quelqu'un est en train d'écrire une thèse doctorale sur ça, mais pour moi, c'est fascinant. Ce que Eric a dit, comment tu peux vendre un bon accord à un électorat canadien qui est dubieux, qui suspecte que l'administration américaine actuelle ne va pas permettre au Canada d'avoir un bon accord. Même si c'est un bon accord, comment est-ce qu'on peut convaincre tout le monde que c'est un bon accord? Donc, maintenant, je ne vais pas dire que l'accord va être un bon accord non plus. Il va y avoir une diminution de tarifs à un niveau politiquement acceptable. Ça, ce serait un bon élément pour un bon accord pour le Canada. Ces problèmes des produits laitiers, la problématique actuelle d'une possible fracture au niveau national, qu'est-ce que serait acceptable sur ces fronts-là? On ne le sait pas non plus.
Donc, voilà. Oui, juste Martha, une petite chose. La certainté. Je pense que ça, c'est ce qui s'applique au Canada. Il faut revenir à la certainté, à donner de la sécurité, de la sûreté à l'investissement et aux entreprises en Amérique du Nord. Cela dépend des voteurs aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, on va les voir en novembre. L'électorat aux États-Unis va décider, n'est-ce pas? Oui, mais en novembre. Maintenant, on est en juillet, même pas en juillet. Va avoir lieu en juillet. Donc, il faut attendre et comprendre la température politique des États-Unis. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va pas changer? Oui, Eric, allez-y. Par rapport à ce que constitue un bon accord, je pense qu'un élément de réciprocité par rapport au traitement des tarifs, un peu de protection autour des applications futures, des tarifs appliqués nationalement. Il y a toujours l'usage des remèdes, des commerces pour les produits individuels, mais les choses vont être différentes maintenant avec la section 301 de la loi commerciale de 1974 des États-Unis qui est en train d'être appliquée et étudiée pour l'investigation nationale. Et donc, les grands éléments ici que le Canada ne pourrait pas digérer est l'inégalité structurelle. Donc, même si on avait un accord style Japon où on a les 15% des tarifs imposés sur les biens canadiens qui partent vers les États-Unis et zéro tarif pour les biens des États-Unis qui partent vers le Canada, ça donne une structure différente des relations économiques. Cela est difficile à rapprocher. Donc, les États-Unis sont insistants. Le Canada n'est pas d'accord par rapport à cela. Il y a des limites de certaines industries qui ne sont plus rentables. S'il y a des tarifs, il y a des tarifs et que ça soit le plus bas possible. Mais à la fin de la journée, un accord qui vaut la peine est un accord qui peut donner des bénéfices au-delà du limite de la croissance à long terme. Je pense que ça, c'est crucial à ne pas oublier. Oui, est-ce que je peux vous poser des questions, Graham et Eric et Martha, je suis désolée, hein, je prends la parole. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je suis un peu sceptique par rapport à la diversification idéale. Le Mexique, c'est quelque chose qu'il veut vraiment faire, mais nous avons des limites imposées par la géographie. Et on n'oublie pas que les États-Unis occupent les 90, les 60, le 70, 80% de la diversification. La diversification a donc des limites, mais le niveau d'intégration est substantiel. À quel niveau est-ce que cela est réaliste? Est-ce qu'on peut effectivement penser à partir de l'accord et passer au Canada avec cette question? Mais je ne pense pas que c'est quelque chose que les personnes au Canada veulent. Le ex-premier ministre député John Miley a dit les accords libres fonctionnent bien pour nous, mais si on l'a pas, on l'a pas. Le Canada ne veut pas sortir de cette négociation, mais si on voit une situation dans laquelle il ne va pas avoir des accords, des commerces libres et sur la table, il y a qu'il y ait des différences de tarifs de 15%, cela va augmenter le niveau des questions et de questionnement par rapport à si participer ou pas dans la négociation. Donc, personne ne veut vouloir cette situation dans laquelle il n'y a pas de l'accord de libre-échange. Il y a beaucoup d'accords des États-Unis à faire par rapport à la proximité géographique. Une des choses qu'on veut souligner, la stratégie que le Conseil canadien des Amériques a expliqué l'année passée dans le chapitre commercial. Nous avons parlé de stratégies spécifiques qui ne sont pas maintenant actives, on veut dire, mais qui devraient être utilisées pour faire croître le commerce canadien avec l'Amérique latine. Donc, on a beaucoup à apprendre des pays comme le Japon, la Corée,
qui ont eu du succès dans le commerce global, qui ont leur propre opération au Mexique. Donc, la diversification, OK, il n'y a pas d'accord, mais on peut voir ailleurs, on peut trouver de nouveaux chemins. Bien sûr, cela s'applique au Mexique aussi. Est-ce que cela s'applique? Juan José, parce que je me dis, OK, c'est très intéressant d'entendre à Stephen Harper, à notre ex-premier ministre, il y a 6 mois ou il y a un an, qui disait, oui, si j'étais le premier ministre, je serais prêt à partager la douleur économique du pays. Il a dit quelque chose, je ne me rappelle pas maintenant spécifiquement, mais il a dit quelque chose par rapport à comment on partage un peu de douleur économique. Et je pense que les Canadiens sont préparés à faire face à un montant, un certain montant de douleur économique. Mais je pense que ça, c'est pas la même chose que le Mexique. Si, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant tout, une chose est la diversification. Vous devez chercher la diversification. Nous devons la chercher aussi. Cela a des limites. Ça prend du temps. La géographie, OK. Mais, et comme Eric a dit, si le résultat des négociations est catastrophique, ben, cela est catastrophique. Point barre. Bombe nucléaire, je sais pas, le monde change, l'Amérique du Nord change. Ça, c'est une histoire différente. On parle sur la possibilité d'avoir effectivement un accord qui soit applicable. Donc, la question par rapport à la diversification est est-ce que, et je ne vais pas utiliser le mot délier, parce que ça, ce n'est pas l'idée, mais si on arrive à un manque d'accord entre les États-Unis et le Canada, où est-ce que l'investissement mutuel massif va tomber? Ça, c'est la question technique pour laquelle je pense que vous avez une réponse. Moi, je ne vois pas une réponse de forme si facile. La douleur économique ne va pas durer 6 mois. Si on revient vers la question de la politique, la limite de douleur que les sociétés peuvent affronter, c'est réfléchi de forme immédiate sur l'électorat. Donc ça, c'est ma doute. Dans le cas du Mexique, le Mexique veut un accord. Le Mexique, et c'est là, on le voit dans le gouvernement, et avec Marcelo, il montre une stratégie assertive, proactive pour arriver à un accord. Oui, je pense que une des choses fondamentales à mentionner ici, comme ambassadeur Gomez Camacho a dit, est que ce que nous voyons maintenant est un processus que je pense pas qui va être assez si on perd le scénario actuel. Et je reviens à un commentaire de Taylor Swift. Si on joue des jeux stupides, on gagne des prix stupides. Donc maintenant, on joue un jeu stupide. Ce qu'on risque est une catastrophe économique incroyable. Si on n'arrive pas à avoir cet accord, les tarifs des États-Unis vont tomber sur le Canada, le Canada va commencer cette guerre, et il va y avoir d'autres choses, des problèmes avec l'exportation, les supermarchés qui vont envoyer des choses, qui ont envoyé des choses au Canada depuis les États-Unis vont devoir payer 25% des tarifs. Et cela n'est pas juste une discussion technique. Il ne faut pas oublier que nous avons déjà un accord en place qui est un bon accord et qu'on ne peut pas jouer avec ça trop parce que sinon on arrive à une situation dans laquelle on va chanter Taylor Swift parce que ça va être tout ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, ça c'était effectivement ça. Graham, est-ce que vous voulez commenter pour cela et après on clôture la réunion? Oui, par rapport à la diversification, je veux dire qu'on peut effectivement investir significativement dans l'avenir nord-américain, en même temps diversifier, n'est-ce pas? On peut faire les deux choses en même temps, je suis d'accord. Je pense que ce qui se passe à la fin de la journée et que ce qui va être positif pour le Canada est la diversification, mais je n'entends pas le même message depuis le Mexique. Peut-être je ne suis pas en train de prêter assez d'attention aux bons interlocuteurs, comme Gomez Camacho. Ben, en soi,
tu dois juste regarder combien d'accords de libre-échange nous avons. Ça, ce n'est pas pro forma. Ça, c'est justement parce que le Mexique a toujours essayé d'arriver à une diversification et à un commerce plus global. Mais encore une fois, la géographie est la géographie. Oui, une des relations bilatérales les plus intéressantes à avoir dans les prochains 10 ans est le Mexique et le Vietnam qui sont partenaires dans la CPTPP et que la Chine, si la Chine se bloque dans ces scénarios, le Vietnam arrive avec un point de prix qui est très pareil au point de prix de la Chine et tout d'un coup, nous avons des interconnexions fascinantes. Et nous sommes tous d'accord les uns avec les autres, c'est magnifique. Si seulement c'était vous les négociateurs, les gars, ça c'est ce que Taylor Swift fait. Je reconnais qu'on a passé les temps limites, donc je prends à nouveau le micro des facilitatrices. Je veux vraiment vous remercier aux trois pour cette conversation et cet échange riche et d'actualité. Donc, merci. Bien sûr, nous allons revenir vers Graham, Juan José et Eric. Et donc, merci aussi parce que nous avons ici un membre du Conseil canadien des Amériques. Donc, merci. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de rester informés de nos prochains événements et programmes du Conseil canadien des Amériques. Les vidéos en anglais, français et espagnol seront disponibles sur notre site web ccacanada.com et sur notre page YouTube. Donc, merci beaucoup. Muchísimas gracias à tout le monde et on vous souhaite une excellente journée. Un plaisir de vous voir, chers collègues. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.